il y a un aspect psychologique qui est abordé et que j'ai trouvé plutôt intéressant. Et bien entendu, sur la fin m'a vraiment tellement choquée que j'étais là à me dire, mais les mecs, sincèrement, on a envie de... Sincèrement, poubelle quoi, poubelle. Hello, moi c'est Diane et Didi et dans cette vidéo j'ai envie de vous parler des livres que j'ai beaucoup appréciés dans cette année 2022. On est à la fin d'année donc c'est le moment de faire le bilan, voilà, de dire tout ce qu'on a aimé ou pas. Et honnêtement j'ai envie d'envoyer de good vibes en commençant à parler de ce que j'ai beaucoup aimé en 2022. Donc let's go pour les livres que j'ai beaucoup appréciés en 2022. Alors je suis sur mon téléphone bien entendu, il s'agit de suivre des directives. Et le premier livre dont j'ai envie de vous parler s'appelle Golden Son de Pierce Brown. C'est un livre dont j'ai déjà parlé dans une vidéo où je vous parlais de mes favoris so far. Et je crois qu'il est aussi dans le bilan lecture janvier-février. C'est un livre que j'ai beaucoup apprécié. L'histoire c'est une dystopie, on est dans un monde où il y a plusieurs couches sociales et chacune est censée faire un bloc bien défini. La classe la plus, voilà, celle qui est la moins cotée en fait, bien sûr celle qui se prend le taf, qui prend cher, qui prend le taf le plus ingrat. Un jeune homme de cette classe là va se retrouver propulsé en rang d'espion pour infiltrer la classe la plus haute. Et c'est ces aventures qu'on va suivre dans la trilogie de Pierce Brown. Le Golden Son c'est le second volet de cette c'est pas une trilogie, c'est une saga. Et j'ai beaucoup apprécié le second volet du coup parce qu'on quittait l'université, on quittait l'académie où ils étaient, où ils apprenaient à être des orques. Je crois que j'aime bien la saga so far. On est sur le volume 2 de la saga avec un Darrow qui du coup va perdre tout du jour au lendemain. Il va devoir essayer de regagner la place qu'il avait, celle de faucheur. Il va prendre cher et il va essayer de reconquérir le cœur de tous ses amis pour montrer qu'il est digne d'être à la place où il est. Donc on va le voir en train de manigancer, en train de politiquer, polémiquer. Il va faire tellement de trucs bizarres et il y a énormément d'actions. On va découvrir aussi de nouveaux personnages dans ce deuxième volet. Et c'est des personnages que j'ai beaucoup aimé, clairement. Et il y a aussi beaucoup d'événements voilà, il y a aussi beaucoup de morts, beaucoup de surprises dans ce volume 2. Et en fait, on perd des personnages brutalement. Donc c'est des choses qui font mal au cœur et qui ont de l'impact en fait sur... voilà, votre petit cœur douillet. Donc voilà, c'est un livre qui m'a un peu secoué quand même et que j'ai beaucoup apprécié sur le côté développement de caractère. Parce que dans le tome 1, on les développait un peu, mais pas trop. Dans le tome 2, on développe beaucoup, je comprends un peu plus Darrow. Et les nouveaux personnages qui sont introduits sont super intéressants. Et puis c'est hyper dynamique, il y a énormément de choses qui se passent. Chaque fin de chapitre, vous avez envie d'enchaîner la suite. Je sais pas comment il faisait, mais il donnait envie quand même de tourner les pages. Pierce Brown, donc voilà, c'est un livre que j'ai beaucoup apprécié. Le second livre dont j'ai envie de vous parler, c'est La Porte des Enfers de Laurent Godet. Il est dans le bilan lecture avril, donc vous pouvez voir la vidéo, aller sur le blog au niveau du bilan lecture avril. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé parce qu'en général j'aime bien la plume de Laurent Godet en fait. J'aime bien comment il arrive à nous raconter des histoires comme si on était, vous savez, on était en train de raconter des histoires au coin d'un feu en fait. Il a une manière de parler qui me rappelle beaucoup en fait la tradition orale pour les histoires en Afrique. Et j'aime bien comment est-ce qu'il tourne tout en fait en prophétie, comment il tourne les phrases. J'aime bien comment il tourne ses phrases de manière générale. Et dans ce livre, on va suivre une famille qui va se retrouver éclatée à cause de la mort d'un enfant. Le père et la mère viennent de perdre leur petit garçon et ils n'arrivent pas à faire leur deuil jusqu'à ce que le père rencontre quelqu'un dans un bar qui lui dise qu'il y a moyen pour lui d'aller chercher son enfant en enfer. J'ai beaucoup apprécié le travail qui a été fait au niveau des descriptions parce que du coup le père va essayer d'aller en enfer et honnêtement les descriptions font très réalistes et font super peur. J'ai apprécié aussi beaucoup le fait qu'on reste sur une considération religieuse qui ne soit pas, qui ne soit pas fixe. On n'est pas sur une religion spécifique quant aux enfers. Les enfers, c'est juste l'endroit où vont les morts. J'ai bien aimé qu'il n'ait pas eu à faire un débâclage en disant que l'enfer c'était pour... J'ai bien aimé cette partie là. Donc en général j'adore la plume de Laurent Godet, donc en général j'aime beaucoup ce que je lis de lui. Donc La Porte des Enfers, un exemple parmi tant d'autres. Le petit traité sur l'immensité du monde de Sylvain Tesson, je l'aborde dans le bilan lecture mai. Et c'est un essai qui parle de voyage, qui parle d'errance, qui parle en fait de recueillement, qui parle de philosophie, de communion avec la nature.
de mantras. Il parle de tellement de trucs en fait dans cet essai que moi j'ai beaucoup aimé. On est clairement dans une philosophie de l'errance, c'est clairement marqué sur la couverture du livre de toutes les manières. Et j'ai beaucoup aimé les développements qu'il faisait sur chacune des thématiques qui lui étaient chères en fait. Quant à l'errance, j'ai beaucoup apprécié ses voyages, ce recueillement, cette manière de marcher pour oublier, de marcher pour se retrouver, de marcher pour voir le bout du monde, cette manière de faire bouger son corps pour apprécier la nature, pour être en symbiose avec elle. J'ai bien aimé comment il parlait de manière générale de cette fusion avec les grands espaces, cette fusion avec la nature, que honnêtement il est monté petit à petit dans mon cœur et je l'ai encore relu récemment, donc je crois que j'ai beaucoup aimé ce livre. Ensuite je vais vous parler de Reste avec moi d'Ayobami Adebayor. Je l'aborde dans le bilan lecture mai, donc si vous voulez plus d'infos allez faire un check dessus. Reste avec moi, on va parler d'une histoire qui se passe en Afrique de l'Ouest. On va suivre une famille, enfin un jeune couple qui se sont mariés depuis des années, qui n'ont pas d'enfants. Enfin, jeune couple du coup, c'est pas vraiment jeune couple, mais ils sont mariés depuis une dizaine d'années. Ils n'ont pas encore d'enfants. Et la famille du monsieur va imposer au monsieur de prendre une seconde femme, histoire qu'elle lui donne un enfant. Parce qu'il suspecte que ce soit la femme qui est à la maison qui n'arrive pas à avoir un enfant. Et du coup, on va suivre leur histoire pendant qu'on parle de seconde femme, pendant que la première femme à la maison, elle pète un câble, elle ne comprend pas parce que son mari, c'est son amour de jeunesse, ils sont amoureux l'un de l'autre, donc ils pensaient être que deux ou avoir des enfants, elle ne pensait pas partager son mari, donc on va aborder tout ça. On va aussi parler de la drépanocytose, qui est une maladie qui est très courante en Afrique. Et j'ai bien aimé les fois qu'ils ont fait en fait de parler de la maladie, de parler surtout des patients ou des familles de patients qui sont là et qui sont dans l'incertitude en fait quant à la vie des personnes malades. J'ai bien aimé ce développement là parce qu'il y a un aspect psychologique qui est abordé et que j'ai trouvé plutôt intéressant. Et bien entendu, la fin m'a vraiment tellement choquée que j'étais là à me dire mais les mecs, sincèrement, on a envie de... Sincèrement, poubelle quoi, poubelle. Ensuite, il y a eu le 7e jour de Yuhua, j'en parle dans le bilan lecture juillet de mémoire. Et c'est un livre qui est très gore, un peu horrifique, mais qui est rempli d'amour en fait. On va suivre un monsieur, la quarantaine, la cinquantaine, qui se retrouve mort en fait. Et il est mort, il est dans un autre monde. On lui dit qu'il doit faire des rituels afin d'accéder au monde du repos éternel. Donc, ce qui l'intéresse lui, c'est de retrouver les personnes qu'il a aimées, de les voir avant de pouvoir faire son passage vers l'au-delà. Et honnêtement, on va vous parler d'une histoire entre son père et lui. On va nous parler des personnes qu'il a aimées. C'est tellement émouvant. C'est tellement émouvant quand Yuhua vous parle de la relation entre ce père et ce fils. Et c'est tellement choquant à côté après quand il met des morceaux de corps qui tombent, qui s'effritent et tout ça. Donc en fait, il mélange des émotions contradictoires. Il le fait plutôt bien. J'allais dire, remarqué que Yuhua était un peu spécial dans cette manière de mettre en opposition des éléments qui n'ont peut-être pas forcément de rapport mais qui au fond peut-être en ont un. J'avais bien remarqué ça dans Un amour classique et là honnêtement dans ce livre, oulala, il y a des passages, vous aurez peur de le lire le soir hein, tellement il se passe des trucs qui en perdent des... Oh là là, oh, ouf. Bref, c'est une histoire qui est vraiment pas mal si vous aimez les histoires un peu horrifiques, si vous voulez une histoire très touchante et une histoire qui parle d'un lien très fort entre un père et son fils, sincèrement, c'est pour vous. Ensuite, il y a eu la parabole du semeur de Octavia E. Butler que j'aborde dans le bilan lecture juillet. C'est mon méga coup de cœur de l'année. Sincèrement, c'est mon méga coup de cœur de l'année. On est dans un monde post-apocalyptique et on a en fait une jeune fille, une jeune noire qui va mener un groupe d'hommes vers un possible Eldorado. De manière générale, c'est ça le pitch de base. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'on est sur une jeune héroïne noire qui est jeune, mais qui a du sens, qui est mature et qui fait vraiment leader et qui prend des décisions qui sont hyper sensées. Les réflexions sont super intéressantes. L'univers post-apocalyptique, la manière dont c'est détaillé, c'est vraiment très intéressant. Comment est-ce qu'on en est arrivé à ce moment-là de l'histoire? J'ai bien apprécié les efforts qui ont été faits pour expliquer la situation qu'ils sont en train de vivre et les rushs au niveau des actions pour essayer de s'échapper quand ils avaient des hordes de personnes qui les poursuivaient. Honnêtement, ce sont des moments qui vont vous faire
frissonner, vous aurez peur pour nos héros. Et honnêtement, j'ai bien aimé cette dualité-là qu'avait le livre, de nous montrer, de nous parler d'action, de nous parler d'espoir, de nous parler d'amour, mais de nous parler de désespoir aussi, parce que tout le long en fait de leur périple pour trouver leur Éden, il y aura que des ombres en fait qui vont les entourer, et eux ils cherchent un brin de lumière. Donc c'est vraiment superment bien écrit. Par contre, trigger warning, il y a des scènes explicites ou non explicites, mais bon, il y a des scènes qui peuvent aborder des viols, il y a des scènes qui peuvent aborder aussi des agressions de manière très violente, de manière très détaillée. Donc voilà, pour un public averti. Comme quoi, juillet a été un bon mois quand même. J'ai eu beaucoup de bonnes lectures en juillet. En fait, Sésame Chagrine de Leonora Miano, on va suivre une histoire vraiment très étrange en fait. C'est pas étrange, mais disons que c'est un peu un drame familial. Parce qu'un jeune homme a envie de se venger de sa mère depuis des années. Il suppose que sa mère l'a abandonné pour aller vivre avec son amant. Donc, selon lui, sa maman ne l'aime pas. Elle n'aime que son amant et du coup, elle a abandonné pour aller vivre avec celui-ci. Donc, il a envie de se venger d'elle. Et depuis que la mère s'est retrouvée seule et son amant voilà, est parti et qu'elle se retrouve dans la mouise, il fait tout en fait pour se venger de manière très petite, on va dire. Il lance des petits pics, c'est quelqu'un qui va aller essayer de creuser, va essayer de l'humilier, d'humilier sa mère. Il va faire plein de trucs très bizarres. Mais le truc, c'est que sa maman, elle a toujours adoré en fait. C'est juste que elle s'est retrouvée dans des situations où pour survivre et pour assurer en fait l'éducation de son fils qu'elle adore tant, il a fallu qu'elle fasse des choix et qu'elle se mette dans des positions pour avoir les moyens d'assurer l'éducation de l'enfant en question. Donc c'est clairement le dialogue de soi en fait. Chacun garde tout pour lui dans cette histoire. Alors que le simple fait de parler pourrait débloquer beaucoup de situations. Et on les voit foncer droit au mur comme ça dans l'histoire. Parce que l'histoire, ce n'est pas que la mère et son fils. Il y a aussi la grand-mère qui est dans l'histoire. Il y a aussi les frères qui sont dans l'histoire. Et chacun a son lot de non-dits qui pourrait débloquer ou dénouer en fait une situation qui va bientôt exploser en fait. Et c'est clairement ce qui va se passer en fait vers la fin. Bref, c'est une histoire qui est déchirante. Et vous savez, Leonora Miano sait bien pour raconter les histoires africaines parce que clairement, dans Sésame Chagrine, l'histoire va parler d'un pays fictif, mais d'un pays qui ressemble étrangement en fait aux pays qui ont été sous la colonisation. Donc honnêtement, elle est bonne dans ces histoires-là, quand elle les raconte, Leonora Miano. Et clairement, c'était bien écrit, j'ai bien apprécié sa plume. J'aime bien les parallèles qu'elle fait en fait avec des situations comiques et des situations qu'elle raconte et on se dit, oh, c'est vrai, ça arrive vraiment en Afrique. Donc il y a ces petits clins d'œil qu'elle met dans ses récits qui vraiment me font plaisir en fait. Et l'histoire aussi était vraiment pas mal du tout. J'avais juste envie par contre de baffer le petit là, parce que, enfin petit c'était un adulte, hein, mais il était en mode Vendetta, maman, j'ai envie de me venger. Mais bon, bref, c'était pas mal du tout quand même. Ensuite, il y a eu Open Water de Caleb Azuma Nelson qui est dans le bilan lecture août. Et clairement, ça a été vraiment... En fait, ce livre, c'est vraiment une expérience, hein, sincèrement. Parce que je ne m'attendais pas à tout ce que j'ai ressenti en le lisant. Parce que c'est un livre qui va parler de deux jeunes noirs, en fait, à Londres, qui se croisent dans un bar. Ils vont très vite devenir amis. Il y aura un petit truc entre eux, hein, mais ils vont pas vouloir mettre sur ça le sentiment amoureux. Donc, ils vont décider de devenir amis. Et ils vont être de très bons amis. Et on va les suivre pendant quelques temps. Le temps que va prendre leur sentiment pour se développer, passer à l'étape d'amoureux. Et on va les suivre durant tout le processus. On va voir comment ils évoluent séparément, ensemble ou séparément. Bref, c'est un roman qui va retracer cette histoire-là. Sachant que le jeune homme noir, lui, il est traumatisé par les violences policières. Et il a peur de quelque chose, mais il n'ose pas avouer quoi. Et que la jeune fille, elle a un petit copain et que voilà, pour elle, l'autre n'est qu'un ami. Donc, on va suivre deux jeunes qui sont amis et qui font semblant de ne pas s'aimer, qui vont évoluer dans un Londres où il peut y avoir des violences policières avec tout ce que ça peut avoir comme incidence sur le commun des mortels, on va dire. Bref, Open Water, c'est un livre qui est vraiment particulier. Il a même écrit la seconde personne du singulier. C'est vous dire, hein, j'ai jamais vu ça. Et c'est vraiment très poétique, très musical, très contemplatif. Donc si vous aimez ce genre de vibe, n'hésitez pas. Il est vraiment pas mal du tout parce que c'est vraiment une expérience.
c'est une expérience, je vous dis. Ensuite, il y a eu I Am Not Your Negro de Raoul Peck et James Baldwin. Et ce livre, en fait, à la base, c'est un documentaire qui va nous parler de l'histoire de Raoul Peck qui découvre ce que James Baldwin a voulu faire, mais qu'il n'a pas eu le temps de faire avant de mourir. James Baldwin a le projet d'écrire un livre en fait qui va retracer son Amérique au travers de 3 amis à lui qui ont lutté pour les droits civiques, Medgar Evers, Malcolm X et Martin Luther King. Il décède malheureusement avant d'avoir pu finaliser le livre et du coup Raoul Peck va récupérer tout ce qu'il a écrit, toutes ses notes, tous ces petits mots qu'il a écrits, toutes ces idées qu'il avait collectées pour écrire ce roman là et va en faire un documentaire pour rendre hommage en fait à James Baldwin, à Mavers, à Malcolm X et Martin Luther King. Et honnêtement, la reconstitution est vraiment très intéressante parce que on a dans le livre plein de bouts de discours prononcés par James Baldwin. On a des éléments photographiques, on a des photos qui sont d'époque, qui retracent des luttes qui avaient été faites, des manifestations qui ont été faites, des violences policières qui ont été faites. Bref, c'est vraiment très beau visuellement, c'est bien catégorisé. On comprend un peu ce qu'a voulu faire James Baldwin et malheureusement, il n'a pas pu le faire. Donc, on n'aura que cette version-là, celle qui a été réécrite par Raoul Peck. Et j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Personnellement, je crois que le documentaire sera encore plus intéressant que le livre parce que du coup, on aura les audios d'origine des discours de James Baldwin parce que finalement, il a eu un discours très inspirant qui parlait du fait qu'il n'était pas nègre mais qu'il était juste un homme. Donc il y a ces éléments là qui sont glissés un peu partout, ces discours là, cette manière qu'il avait de défendre le fait que nous sommes égaux et que logiquement l'Amérique que lui il aime est une Amérique qui est censée être juste et qu'elle ne devrait pas être discriminante envers les noirs. Donc il y a un discours de fond, en fait, il y a une idéologie de fond qui est balayée tout le long en fait du livre. Et aussi à cela ajouter ce qui se passe avec Evers, avec Malcolm X et avec Martin Luther King. Donc c'est vraiment pas mal. Si vous voulez découvrir un peu les idéologies et la vision de James Baldwin, tentez-vous à ce livre, il est vraiment pas mal quand même dans le genre. Ensuite, il y a eu Ainsi parlait ma mère de Rachid Benzine. J'en parle dans le bien lecture de novembre. C'est un livre qui m'a bouleversée, qui m'a profondément émue parce que on va raconter l'histoire d'une maman et de son fils. Le fils a la cinquantaine, la maman elle a 90 ans à peu près oui. Elle est en fait alitée, donc elle est H24 au lit. Tous ses besoins sont gérés par d'autres personnes, elle n'arrive plus à faire quoi que ce soit elle-même. Et c'est son fils, son dernier, son Benjamin, qui est revenu à la maison pour s'occuper d'elle. Ils avaient un rituel quand le Benjamin était plus jeune, c'était celui de lui lire La peau du chagrin de Balzac. Et là, la maman alitée quand même redemande tout le temps qu'on lui fasse cette lecture-là. Et c'est vraiment très très émouvant parce que pendant qu'il lit l'histoire de La peau de chagrin, il se remémore tous ces moments-là passés dans la maison, comment ils ont grandi, comment la maman a toujours été une femme extraordinaire, attentionnée, gentille, ouverte et qui est vraiment là pour aider et comment est-ce que elle a grandi dans la France de cette époque. On sent que le Benjamin en question, il adore sa maman, il a peur de la perdre et honnêtement, il y a plein de moments où vous allez peut-être verser quelques larmes. C'est super émouvant. Moi, j'ai beaucoup apprécié quand même cette complicité entre cette mère et son fils, ce moment entre eux. Cette lecture de La peau de chagrin. Honnêtement, c'était très mignon. Ensuite, pour boucler cette vidéo de mes favoris de 2022, il y a eu Lettre à ma fille de Maya Angelou dans le bien lecture novembre. Lettre à ma fille de Maya Angelou, c'est un recueil de leçons de vie que Maya Angelou a voulu écrire pour sa fille. Elle n'a pas de fille certes, mais elle considère que toutes les femmes du monde, toutes les filles du monde sont sa fille en griffe. Du coup, c'est un livre qui est là pour nous parler de la vie de Maya Angelou. Dedans, elle nous livre un peu les expériences qu'elle a eues, les quelques leçons qu'elle en a tirées. Et peut-être ça peut nous aider pour avancer sur certaines situations. J'ai bien aimé la manière dont elle est beaucoup dans l'autodérision dans le livre. Et ça a pris beaucoup avec moi. Au-delà d'être une activiste pour les droits civiques, c'est une femme aussi. Donc ce livre m'a permis de l'apprécier en tant que femme. Celle qui est derrière, celle qui est devenue la combattante. Et comment est-ce qu'elle en est arrivée là. J'ai beaucoup apprécié ce livre et
Je vous le recommande si vous voulez lire un essai de Maya Angelou. Ceci conclut mes favoris de 2022. N'hésitez pas à me dire aussi quels sont vos favoris pour 2022. Glissez ça en commentaire, comme ça j'ai peut-être d'autres trucs à lire. Bref, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Allez, ciao.